14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et j'espère que vous êtes comme moi ravis de nous retrouver. En tout cas, moi je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que j'ai passé quelques semaines à me reposer, à faire le point. Enfin en tout cas, ça fait du bien quand même de temps en temps de faire une pause pour repartir du bon pied. Et c'est vrai que la rentrée, ça fait partie des moments de l'année durant lesquels on tente de prendre de bonnes décisions et cette rentrée évidemment n'échappe pas à la règle, même si sur certains points, elle s'annonce peut-être un peu compliquée, mais nous, on va pas aborder ça de ce côté-là, on va aborder la rentrée sur le plan personnel et amoureux, et donc pas du tout sur le plan sociétal, on laisse ça à d'autres émissions sur Sud Radio. Et puis, on va voir aussi comment démarrer cette saison, justement, en étant plus positif. Et c'est Christophe Médicis qui m'a proposé ça, parce que vous savez que c'est lui qui a créé la haute qualité relationnelle, si vous êtes de fidèles auditeurs, ce que j'espère, ou plus simplement la HQR. Et donc, on va voir comment on peut développer cette pensée positive en cette rentrée de septembre dans notre couple, pour nous-mêmes, pour nos amis, pour peut-être améliorer nos relations et s'éloigner des personnes toxiques. Alors justement, si vous avez le cœur un peu en peine, c'est peut-être le moment de venir nous rejoindre. On va vous donner un petit peu de positif. On vous donnera également de nombreux conseils durant ces 2 heures. Et puis, comme c'est la rentrée, je vais vous annoncer un petit peu, d'abord une bonne nouvelle. On va garder nos rendez-vous habituels, les love et sexo conseils, la devinette, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça amuse beaucoup. Et puis, je vous propose un nouveau rendez-vous dans la 2e heure. Ce sera un moment rien qu'à vous. Vous savez, dans la vie, parfois... bonjour Christophe, d'abord. Bonjour, ravi de vous retrouver. Moi aussi, et puis ravi de commencer cette rentrée avec vous de manière positive. Donc, vous savez Christophe, il y a des moments où on aurait aimé dire quelque chose à quelqu'un. Ouais. Il y a des moments où on aimerait demander pardon, on l'a pas fait sur le moment, puis on n'ose plus le faire. Il y a des moments où on aimerait peut-être retrouver quelqu'un qui a compté pour nous. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans la 2e heure. Tous les jours, il y aura ce moment particulier, et ça va s'appeler C'est maintenant. Et c'est maintenant que l'un d'entre vous qui nous écoute pourra prendre la parole pour peut-être dire à la radio, donc quand même devant quelques personnes, quelque chose qui lui tient à cœur et qu'il n'a jamais su dire. Et je pense que ça peut permettre peut-être de lever bien des choses dans nos cœurs. Voilà. Bon, en tout cas, notre numéro, il n'a pas changé. C'est toujours le 0826 300 300. Et puis, une autre nouveauté aussi, vous pouvez réagir par SMS. Vous savez, je sais, vous êtes nombreux à pas oser prendre la parole, et ça, c'est pas bien, mais c'est comme ça et je peux le comprendre. Mais peut-être que vous pourriez m'envoyer un petit SMS, me dire quelque chose que vous avez envie de dire parce que vous venez d'entendre un témoignage ou un conseil de Christophe Médicis. Donc vous pouvez par SMS envoyer Brigitte 7 20 18 et puis laissez vos coordonnées si vous avez envie qu'on vous rappelle et de passer à l'antenne. Voilà à peu près tout ce qui vous attend durant cette nouvelle rentrée. Et puis surtout, durant ces 2 heures, des conseils pour voir la vie de manière positive. N'est-ce pas Christophe Médicis? C'est un peu votre travail depuis de nombreuses années, de ne pas s'entourer de personnes toxiques, de ne pas être son saboteur. Alors, quels conseils positifs vous donnez pour la rentrée? Alors, d'autant plus Brigitte, je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'on appelle le blues de la rentrée. Oui, et une étude est sortie dernièrement, il y a à peu près 68% des Français qui ont le blues de la rentrée. Pourquoi? On sort de la parenthèse enchantée des vacances, des grandes vacances, puis on arrive, et la grande peur souvent, qu'on soit en couple ou célibataire, c'est de se dire, la routine reprend. Voilà, on va reprendre, demain va être passé à la photocopieuse. Alors on pourrait donner quelques petites clés pour rester en psychologie positive dans la mouvance de Martin Seligman, pour justement aider les gens à se dire, tiens, cette rentrée, je suis pas obligé qu'elle soit dans le blues. D'abord, le blues, ça passe, on est d'accord. C'est toujours une période temporaire, on est d'accord. Oui, ça c'est dure pas une dépression. Bien entendu, c'est rien. Après, secondo, puisqu'on va aussi beaucoup parler à des couples, vous savez Brigitte que la période de l'été, c'est une période terrible pour les couples, puisque c'est la période où il y a le plus, il y a une étude qui est sortie, la Ipsos pour Glidden, 32% des couples se séparent pendant les vacances. Non mais c'est une étude Ipsos quand même. Les couples se séparent beaucoup pendant l'été ou au début, après les vacances d'été, parce que c'était un test. C'est un moment où on se retrouve 24 heures sur 24. On est 24 heures sur 24 ensemble, et là on voit des choses qu'on ne voyait pas pendant l'année. Et pour les couples de plus de 5 ans, on arrive à près de 40%. Donc ça veut dire que c'est pas une petite affaire. Alors comment démarrer la rentrée d'une manière positive? Déjà, on est encore en couple.
on a échappé On à reste la en rupture couple. pendant les vacances. On Ça, c'est reste en déjà couple. très positif. Oui, c'est très positif. Deuxièmement, si on mettait du nouveau, vous savez, dans la méthode haute qualité relationnelle, j'appelle ça l'EF9, l'effet novateur. C'est la surprise, moi j'appelle souvent ça. Oui, voilà. la Et puis petite surtout par surprise. soi-même, regardez, on dit à tous les auditeurs de l'émission là et sur Sud, et si vous vous fixiez 2 challenges, là, en ce début septembre, faites 2 nouvelles activités. Là, début septembre. Alors, on peut aller vous savez, chaque ville a sa journée des associations dans quelques jours. Et toutes les associations, un peu comme un projet. Alors, une nouvelle activité qui est artistique, qui est culturelle, qui est sportive. Seul ou à 2, si on est célib, c'est déjà pas la même rentrée. Je démarre avec du nouveau. Je pense que l'idée qu'un cerveau fasse du nouveau, on le sait en neurosciences, ça fait du bien. C'est une excellente idée. Donc je vous conseille, là, réfléchissez un petit peu à quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, que vous vous dites, je le ferai quand je serai à la retraite. C'est peut-être le moment de commencer, par exemple, je sais pas moi, à prendre des cours de chinois, ou pourquoi pas aller prendre des cours de danse, de tango. Théâtre, enfin quelque chose qui serait juste nouveau et que vous pourriez faire, si en plus vous pouvez le faire en couple, mais même tout seul. On sait, vous avez raison, le cerveau a besoin de nouveautés pour ne pas se rouiller, si je puis dire. Ce qu'on appelle la neuroplasticité mentale, ça va générer de nouveaux synapses, de nouvelles connexions synaptiques. La deuxième chose... Et ça nous rend plus brillants aux yeux des autres. Exactement. Aussi. Et puis déjà pour toi, ce qui te donne le sourire quand même, moi je m'étais dit d'ailleurs que je vais prendre à nouveau des cours de chant. Vous savez qu'avec la mélothérapie, je chante beaucoup pendant les spectacles. Eh bien, je trouve que je peux améliorer mon niveau de chant. Et j'ai jamais pris vraiment de cours de chant, un peu comme font les gens de The Voice, avec une coach de variété. Et ben voilà ce que j'ai décidé de faire là, quelque chose de nouveau. Je vais prendre des cours de chant. Et vraiment, c'est nouveau. Moi, je vais vous faire un aveu. J'étais en Allemagne samedi pour signer parce que j'ai beaucoup de fans en Allemagne, et je me suis rendu compte que mon anglais n'était quand même pas top. Et je me suis dit que j'allais peut-être quand même remettre à prendre des cours d'anglais. Une super Donc, vous voyez, coach d'anglais. moi aussi, j'ai pris une résolution à la rentrée. Alors, on verra dans 2-3 mois si je tiens ma résolution, parce qu'on le sait, hein, les résolutions qu'on prend dans ces moments-là, on les tient pas toujours. Durer 2 semaines. Mais voilà. Alors une autre idée peut-être, Brigitte. Mais moi j'ai une idée pour le couple. Allez-y. Il y a un stage que vous animez le 13 et 14 septembre. Oui. Il est encore temps de s'inscrire, hein, c'est à Paris. Oui. Donc si vous avez envie, en couple, ce serait bien d'ailleurs en couple. Parce que on invite un des 2 couples. S'ils viennent à 2, une personne sur 2. Une personne sur 2. Et ce stage, donc le 13 et 14 septembre à Paris, ça s'appelle « Cessez de vous saboter et réussissez à devenir une meilleure version de vous-même ». Donc vous imaginez, si vous y allez en couple, vous serez 4 fois meilleur. C'est quand même pas mal. Hein, et donc, voilà, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site hautequalitérelationnelle.fr. Voilà, hautequalitérelationnelle.fr. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, prenez au moins une petite décision pour votre couple. Je sais pas, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, de vous accorder le samedi une petite heure de tous les 2 simplement pour faire un petit peu votre bilan de la semaine. Ça peut être d'accepter d'avoir une petite sortie une fois par mois. Enfin, qu'importe, mais essayez de trouver une petite chose que vous pourriez faire en couple à partir de cette rentrée et que vous tiendrez tout au long de l'année. Après, il y a une autre chose, là, on est à la rentrée, Brigitte, on a pu revenir avec dans nos valises, l'image est jolie, hein, avec une histoire d'amour. Quid de ce qu'on appelle l'amour d'été? Va-t-il passer la barrière des grandes vacances et la rentrée scolaire? Parce qu'on est tous un enfant encore dans nos têtes. Septembre, c'était la rentrée scolaire, d'accord? Alors là, il y a une question. Oui. Est-ce que c'était juste un amour d'été, Brigitte? Ou est-ce qu'il va durer? Et ça, je pense que là, vous êtes très à même de dire aux gens qu'est-ce qui va faire que ça va être un amour qui va durer. Mais d'ailleurs, ça va être l'émission de demain avec Bruno Martin. On va repérer... Non, mais on peut déjà en parler aujourd'hui, évidemment. Les cartons rouges, vous savez, les fameux trucs qui sont évidents que le couple ne peut pas marcher, que tout notre entourage a vu et que nous, on n'a pas vu. C'est dans notre zone aveugle, dans notre angle mort. Mais on est aveugle quand on tombe amoureux. Oui, bien sûr. L'amour rend aveugle. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant de savoir justement là, en ce début septembre, tout le monde, pour certains, était célib et puis reviennent avec un amour d'été à Saint-Jean-de-Mont ou à Saint-Tropez. Même ceux qui sont parfois en couple. Hein. Alors oui, ils reviennent avec 2 amours. Parce que c'est pas le même délire. Mais
Mais on était célib et là on se dit ah bah tiens voilà, j'ai rencontré Sandrine, j'ai rencontré Olivier le 10 août, ça a duré 3 semaines. Ok, mais là t'as des gens c'est bye bye. Et d'autres peut-être c'est se dire et si ça pouvait devenir un amour durable. C'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'autre continue à vous appeler? Est-ce que vous vous envoyez des messages? Ou alors c'est ghosting total au bout de quelques heures ou quelques jours, et là ça veut dire tout le monde sait ce que c'est le ghosting maintenant. Brigitte, d'accord, la personne est de plus en plus ghostée. Il n'y a rien, plus rien du jour au lendemain. Disparu. Ah c'est horrible. Mais ça arrive. C'est pas très, c'est pas très correct. Glorieux. On est d'accord. Bon, en tout cas, vous pouvez aussi réagir par SMS. Vous composez Brigitte 7 20 18 ou vous nous appelez au 0826 300 300. Mais dans un instant, nous avons Florence déjà qui veut réagir et je crois qu'elle vous connaît bien, Christophe. On verra ça dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et qui a également travaillé beaucoup sur la mélothérapie. Vous savez que son dernier livre s'appelle Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, et il y a également Oser incarner votre zone de génie. Tout ça, c'est aux éditions La Norme. Mais tout de suite, on retrouve non pas Fabienne qui est peut-être en train de s'inscrire sur votre site pour venir à votre stage d'ailleurs. Non, c'est Florence qui nous rejoint. Bonjour Florence. Bonjour Florence, bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci de prendre la parole. Donc vous êtes la première auditrice de la rentrée, Florence, c'est pas rien quand même. Oui, je suis flattée et je suis surtout très très ravie que vous renouveliez cette émission cette année. Merci, moi aussi. C'est chouette pour nous. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. On va tous être émus là d'un seul coup. Alors, est-ce que... J'espère bien. Est-ce que vous êtes contente de cette rentrée? Est-ce que vous vous sentez partir du bon pied, Florence? Oui. Je crois que j'avais pris des résolutions, mais peut-être même finalement avant la rentrée, j'allais dire même avant l'été. Oui. Et voilà, et maintenant c'est le moment de les mettre en œuvre. Je trouve que ça se prépare un petit peu malgré tout aussi de prendre des décisions et de les concrétiser. Et du coup, ouais, je suis très contente. Là, je vais travailler sur moi et aussi sur mon couple. Le fait de redémarrer une année fait que ça va me porter en fait pour mettre des choses que j'ai depuis longtemps dans la tête, et on va dire que ça démarre aujourd'hui parce que c'est aussi le moment où redémarre certaines écoles, et par exemple je me suis inscrite dans une école pour devenir professeur de yoga et que du coup ça va commencer à la rentrée. Donc ça c'est un chouette projet. D'accord, et donc ça c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps par exemple Non, c'est pas quelque chose que j'avais depuis si longtemps que ça, mais en tout cas, ça m'est venu au fur et à mesure. Et l'année dernière, j'ai décidé que je le mettrais en œuvre, en tout cas. Donc, et j'avais pris cette décision-là, je crois, en décembre dernier. Donc, il m'a fallu le temps de trouver une école et puis de m'inscrire, de voir comment ça se passait, de choisir la bonne. Et donc là, maintenant, ça va être le temps de la mise en application. Mais c'est bien de prendre le temps. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie au mois de décembre, une envie de vous retrouver, enfin en tout cas de vous trouver peut-être plus, vous? C'est un cheminement, c'est le besoin qui s'est fait ressentir aussi de trouver une activité qui m'aide à me poser, à être un peu, je dirais, en méditation, parce que c'est un peu ce côté spirituel aussi que je viens chercher, et à la fois avec le corps. Mais en tout cas, c'est pas je l'ai clairement identifié aussi via un bilan de compétences. Donc ça a pris du temps. Ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. C'est pas une lubie. Non, c'est pas ça, c'est clair. On voit bien, quand ça fait 6 mois qu'on projette quelque chose, c'est pas une lubie. Et d'ailleurs, c'est parfois
bien de prendre le temps de mettre en place un beau projet. Hein. D'ailleurs, Florence, bravo d'avoir décidé de faire un bilan de compétences. Parce que, Brigitte, c'est vrai qu'il y a 2 moments de l'année qui sont assez quand même spéciaux. C'est le début d'année, après le jour de l'an, parce qu'il y a un démarrage. Et symboliquement, c'est comme la rentrée. Et la rentrée scolaire. Et vous avez décidé, Florence, de faire... Vous savez, Carol Dweck, la grande chercheuse de Stanford, a dit qu'il y a 2 familles d'humains, grosso modo. Il y a les gens en état d'esprit fixe. Elle les appelle les fixed mindset. Alors, ils sont un peu dans un esprit, Brigitte, ça change pas un être humain. Un homme, ça change pas. On est comme on est. Et puis, il y a les growth mindset, les états d'esprit en croissance, vous voyez Florence, ils font comme vous voulez faire, un bilan de compétences pour dire tiens, pour devenir une meilleure version de moi-même, c'est ce que je dis pour le stage là, c'est pas simple de devenir une meilleure version de soi-même, c'est déjà que savoir quelle est sa meilleure version de soi-même, on n'en est pas forcément conscient, puis savoir le désir de changer. Ben, vous faites partie de la 2e catégorie, Florence, les gens d'état d'esprit en croissance, ça vous parle? Vous avez envie de bouger? Ah oui, beaucoup, souvent. Et alors justement, puisque vous êtes mariée, votre mari, il accueille ça comment? Parce que ça, c'est intéressant. Parce que quand il y en a un des deux qui est en croissance, il faut que l'autre suive. Excellent. Je dirais que l'année dernière a été très compliquée. Et pourtant, il me soutient, il est présent, il m'encourage. Donc il a fallu du temps parce qu'il y a eu d'autres changements qui se sont opérés en parallèle. Mais là, j'ai vraiment je suis pleine d'espoir et on a passé de très bonnes vacances. Et je crois que ça va aller. Bien sûr. Mais bien sûr, non, mais quand je posais cette question-là, c'était pas du tout pour semer le doute en vous. C'était juste parce que c'est intéressant aussi, toujours de comprendre que un couple, c'est 1 + 1 = 3, et quand il y en a un des deux, moi, je crois. Contrairement à ce que vient de dire Christophe, je crois qu'on est tous toujours en train de bouger dans notre personnalité. Alors parfois en mieux, parfois en moins bien. Ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est en croissance. Mais quand on bouge un peu, forcément, ça fait bouger l'autre. Et si l'autre ne veut pas bouger, ça met en bancal le couple. Hein. D'ailleurs, c'est un des 7 poisons du couple, Florence. C'est une évolution discordante. Il y en a un qui part parce on est tombé amoureux, mais en tout cas une bonne nouvelle parce que nous vous disions au début d'émission, vous vous rappelez qu'il y a des couples qui se séparent à la rentrée, on est d'accord? Vous dites on a passé des merveilleuses vacances et vous ne ferez pas partie des 38% de couples qui se sépareront en début septembre après les vacances. Ça paraît fou d'ailleurs qu'il y en ait autant. C'est énorme, l'étude je l'ai vraiment lu. Oui, je vous crois. Un couple sur 3. Et pourtant, on a eu une grosse crise pendant les vacances. Mais... Ah tiens, racontez-nous. Monsieur le curieux, vous savez. Sincèrement, c'est terrible parce que je pense que je zappe ce genre de choses. C'est-à-dire que je sais que c'était vraiment... Mais Florence, à la limite de la rupture, puis j'ai zappé le pourquoi. Oui. Ça c'est incroyable. Mais vous savez qu'une crise, c'est aussi une opportunité. On le dit en Chine. En Chine, risque ou opportunité. Soit ça permet de dépasser quelque chose, un obstacle. Soit en effet ça fait une rupture. Mais peut-être que... Et alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez zappé la raison de cette crise. Si vous cherchez un peu... Non, mais on n'a pas à être indiscret. Non, si, en fait, je pense que c'est un peu profond. Mais... Non, mais on veut pas. Non, je plaisante. On n'a pas besoin de savoir. Ça ne regarde pas. Et si vous l'avez dépassé, c'est que peut-être justement ça a permis de nettoyer un peu quelque chose qui était trouble. Ouais. Je pense aussi. En tout cas, là, je suis pleine de positif. Écoutez, vous dites que vous avez passé de très bonnes vacances tous les deux, donc c'est qu'en finale, vous vous êtes retrouvés. Ouais. Et encore une fois, vous savez, les crises dans un couple, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont, je dirais même qu'elles sont nécessaires. C'est parfois des couples qui ne se disputent jamais, qui ne se grondent jamais, qui n'ont jamais de crise, qui tout d'un coup sont morts. Ouais. Donc c'est pas grave une crise. C'est un orage, c'est un orage. Après il y a le beau temps. Il y a le ciel bleu qui arrive. Le beau temps qui arrive après la pluie, n'est-ce pas, Florence? Vous êtes un couple de combien d'années, si on peut vous le demander? Ça fait 27 ans. Oui, voilà. Écoutez, une rentrée de 27e rentrée scolaire, on est d'accord, vous voyez mon clin d'œil, par rapport à une rentrée de CP, je veux dire, gardez le feu sacré, gardez le désir sexuel, gardez une envie de s'étonner mutuellement. Au bout de 27 ans, Brigitte, c'est pas pareil qu'au bout de 7 mois, vous êtes d'accord avec moi, Florence, franchement. Et puis en plus, grâce au yoga, vous allez attraper une souplesse, je vous dis pas sous la couette comment ça va vous aider. Faut que monsieur tienne la route.
Je vous embrasse, Florence. Merci. Merci de cette rentrée avec vous. Au revoir, Florence. Dans un instant, le Love Conseil, saisir sa chance. Voilà un conseil positif aussi en cette rentrée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Christophe Médicis, ce Love Conseil, il va forcément vous parler puisque vous avez écrit comment saboter son saboteur. Enfin, excusez-moi, je ne sais plus le titre exact du livre, mais bon, c'est vrai qu'il faut saisir sa chance. Et donc, pour saisir sa chance, eh bien, il faut y croire à sa chance, et donc il faut tuer son saboteur intérieur. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Donc, eh bien, saisir sa chance, ça demande aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Il faut être en phase avec soi-même, en cohérence avec ses besoins et son envie, et ensuite visualiser clairement quel est son objectif. J'aime bien aussi l'intuition. Il faut un peu oser se fier à l'intuition. Et puis après, il faut cultiver ces liens sociaux. Je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle bien des liens sociaux. Parce que la chance, ça vient souvent d'une rencontre, d'un conseil avisé, de quelque chose qui tout d'un coup va nous éclairer, mais quelque chose qu'on avait en soi en fait. Donc c'est une sorte de petit clignotant qui s'allume et qui tout d'un coup nous fait prendre conscience qu'on pourrait peut-être faire ça. Et après, eh bien, il faut aussi voir l'échec comme une opportunité de bouleverser sa vie. C'est-à-dire que quand il y a un échec, eh bien, peut-être qu'il faut changer quelque chose dans sa vie. Alors je sais qu'il y a des personnes qui croient que le hasard n'existe pas, mais la chance, ça se provoque. Donc peut-être que le hasard n'existe pas, mais en tout cas la chance, elle existe si on sait la saisir. Et même lors des pires moments, lors d'une tragédie personnelle, eh bien on peut la transformer en quelque chose de positif. Une souffrance, ça peut devenir une réalisation d'une part de soi qu'on n'avait pas encore découvert. Bref, tout le monde a une capacité à rebondir. Et on dit souvent que la chance sourit aux audacieux, et je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il faut avoir de l'audace pour provoquer sa chance. Voilà. Et puis sortir de la malchance, ça consiste d'abord à ne pas continuer à se plaindre sur son sort, à pas rester passif face aux événements et à accepter qu'on peut pas tout maîtriser. C'est formidable ce que vous dites, Brigitte. Ce que vous dites me fait penser à, vous savez, le grand docteur en psycho, Richard Wiseman, a créé depuis 30 ans à Londres l'école de la chance. Et il avait écrit ce formidable livre après avoir fait une espèce d'étude auprès de 1000 personnes qui s'appelle le Capital Chance. On peut le conseiller à acheter à tous nos auditeurs. Il appelait ça le Lucky Factor Project. Et il avait pris trois familles, ceux qui se considèrent comme très malchanceux, parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se considèrent comme malchanceux. Ils ont cette croyance-là. Les gens se considèrent ni chanceux, ni trop malchanceux. Puis les gens très chanceux, dont je fais partie, dont vous faites partie. Et il s'était rendu compte, chanceux dans la vie. Et il s'était rendu compte que c'est pas né sous une bonne étoile, c'est pas vrai, c'est ce que vous dites. Les chanceux font des choses que les malchanceux ne font jamais. C'est comme ça que c'est pas être né sous une bonne étoile. Par exemple, une des 4 choses qu'ils font, c'est qu'ils tirent le maximum de profit des occasions fortuites. Ils y vont. C'est ça. Ils ont de l'audace. On connaît plein de gens qui sont fils de quelqu'un de très très connu et qui ont une vie catastrophique. Donc il suffit pas d'être né sous une bonne étoile. Pas du tout. Non, mais il faut la saisir, sa chance, et parfois, eh bien, elle nous sourit, et donc il faut surtout en profiter. Et du temps de la mythologie grecque, vous saviez comme on appelait le dieu du capital chance, du moment chance, on l'appelait Kairos. Et Kairos était chauve, juste avec une touffe de cheveux roux. Et on disait chez les Grecs, il faut saisir Kairos quand il passe devant vous. Parce que saisis ta chance, tente ta chance, prends ta chance. Qui ne tente rien, n'a rien, n'est-ce pas? Faut le prendre, Kairos. Il passe devant tout le monde. Et c'est Carole qu'on retrouve maintenant. Bonjour Carole, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. J'étais en train d'écouter ce que vous disiez. Là, c'est vraiment très intéressant et très vrai. Vous savez la saisir, votre chance, Carole? Non, pas trop. Mince alors. Il faut prendre cette belle résolution en cette rentrée alors. Oui, faut essayer, mais c'est vrai que... Mais alors, il faut essayer, voilà. Ça, c'est déjà une phrase qui montre que c'est difficile pour vous d'essayer. Qu'est-ce qui fait? Vous manquez... Alors, il y a 2 grands points. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi. À votre avis, qu'est-ce qui manque un peu chez vous? C'est l'estime ou la confiance? Les 2. Oh. Venez au stage du 13 et 14. On ne travaille que ça en stage HQR, Carole.
Un peu de deux, et la peur de l'échec, en fait. La peur de l'échec ou la peur d'être dépendante, trop vite dépendante d'une relation qui nous convient pas. Donc, du coup, le fait de rien faire, c'est pas très positif, mais c'est vrai que ça protège beaucoup. Donc, quand je rencontre quelqu'un, là, ça m'est arrivé dernièrement, une toute petite rencontre et tout, et j'ai eu, quelqu'un qui était pas du tout, en phase avec moi, et qui avait l'air un peu en décalage au niveau stabilité, et du coup ça m'a fait peur. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai on a trop des fois d'a priori et de. Mais vous avez donné le mot, la peur. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas saisir leur chance par peur. Et c'est une émotion du saboteur, dont on parlait tout à l'heure. On est bien d'accord. Et donc cette peur, il faut analyser sur quoi elle repose, Carole. Là, vous m'avez dit aussi que vous avez souvent peur d'être dépendante. Ça veut dire que vous êtes une dépendante amoureuse en règle générale ? Je peux l'être si je m'attache, si la personne me plaît, je peux devenir dépendante, et comme j'en ai été, et je veux plus. Oui, mais ce qui est important, c'est de comprendre quel est le mécanisme qui fait que vous devenez dépendante pour agir en amont, parce que une fois qu'on est dépendante, et ça malheureusement ça peut arriver à tout le monde. Mais vous avez quand même déjà, si j'ai bien compris que vous aviez cette capacité à tomber dépendante en amour. Donc qu'est-ce qui fait que vous tombez dépendante en amour ? C'est ça qu'il faut analyser pour pouvoir en amont mettre un frein tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dépendante ? Je pense que c'est la peur de l'abandon, certainement, la peur de rester seul. Et souvent, on est plus la relation est toxique et plus on est dépendant. Et c'est là où il faut faire attention. Donc vous avez eu une enfance toxique alors ? Ah ben oui, complètement. D'accord. Ah oui. Bon. Complètement. Donc. Donc maintenant, si j'ai bien compris, vous repérez les personnes toxiques. Alors je peux les repérer, mais je pense aussi que je manque de confiance pour bien les choisir, parce qu'il y en a qui sont peut-être en décalage avec moi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toxiques, et ça j'ai du mal à faire la différence. Comme le gars l'autre jour que j'ai rencontré, pas de travail, pas de stabilité un petit peu familiale, du coup, de suite, poum, ça me bloque, alors que s'il faut, peut-être quelqu'un de bien, parce qu'il a des problèmes familiaux, mais souvent c'est, j'ai besoin de quelqu'un qui a une vie un peu normale. Mais c'est qui quelqu'un qui a une vie normale? On a tous nos. Oui, enfin, ce que vous racontez là, je pense que vous avez repéré quand même quelqu'un qui était un petit peu, sur qui vous pouviez pas trop compter. Donc peut-être que vous avez envie quand même d'être avec quelqu'un sur qui vous pouvez un peu vous appuyer. Oui, c'est possible. Donc je pense au contraire que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous commencez à repérer les personnes qui sont pas fiables, quoi, et qu'il faut pas partir dans une relation comme ça où vous auriez encore donné beaucoup pour aider et finalement pour vous retrouver ensuite pas bien. Vous savez, Carole, quand on est une personne qui a de la dépendance, vous avez tout de suite employé à Brigitte en lui répondant que vous ressentiez de l'abandon. Vous savez ? Et ça, généralement, effectivement, je connais bien la question, et pour cause que je suis un peu de cette famille-là. Généralement, on a eu un sentiment d'abandon quand on était petite fille, vous voyez, dans ces cas-là, ou petit garçon. Vous sentez ce que je veux dire, Carole ? Et gardez toujours à l'esprit que la peur est un binôme du désir. Carole, vous voyez, c'est l'autre face de la peur, c'est le désir. Là, je pense que Brigitte a tout à fait raison, je suis entièrement d'accord avec elle en disant que là, vous avez plutôt écouté votre intuition, ça ne vous allait pas. Mais parfois, mettez-vous plutôt sur Radio Désir plutôt que sur Radio Peur, Carole. Quand vous avez peur, vous dites, mais je désire quoi ? Qu'est-ce que je désire ? Posez-vous cette question. Je suis clair ou pas ? Oui, je comprends. Après, il y a des fois où on contrôle trop, comme cet été, il y a eu une autre personne que là, j'avais envie que j'avais un désir vraiment pour cette personne, mais c'était inaccessible parce que c'était quelqu'un de marié que je connaissais comme ça, et du coup, on s'est regardé et tout, on savait que c'était pas possible, mais là,
Là, par contre, j'en ai eu très envie. J'en avais très envie. Bon, mais donc Carole, là vous nous racontez 2 anecdotes de rencontres avec des hommes où visiblement votre intuition était juste. Donc faites-lui confiance. Ouais, peut-être, ouais. Ça, c'est la bonne résolution de la rentrée, Carole. Visiblement, vous avez compris, et votre intuition, elle a l'air d'être fiable, enfin, en tout cas, dans ce que vous me dites. Hein, donc, il faut lui faire confiance. Oui, peut-être. Oui. Pas peut-être, oui. Il n'y a pas de peut-être. Vous voyez, il va déjà falloir, ça c'est aussi une bonne résolution à prendre, c'est d'arrêter toutes ces phrases qui nous sabotent. Je vais essayer, peut-être. Non, soyez positive. Oui, je peux me faire confiance. Oui, j'ai une bonne intuition. Dans le livre sur le saboteur, je parle de la sable-langue, hein, la langue du saboteur. Tout ça, c'est la sable-langue. Bien sûr, c'est la langue du saboteur. Oui, peut-être, je devrais pas. Vous savez, le saboteur, il aime des phrases que l'on dit. Hein. Il aime toujours, jamais, rien, tout. Ça n'existe pas, toujours, jamais, rien, tout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, chers amis auditeurs. Il n'y a pas de tout ou rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toujours la même chose. Ça veut dire quoi? C'est toujours la même chose. Je tombe toujours sur un fou, mais c'est faux. Il y a que des mecs nuls pour moi. Mais alors, Carole, votre mantra ce soir: je mérite de rencontrer la bonne personne et je vais être heureuse. Et j'en suis digne. 10 fois par jour, vous le dites. Vous réécoutez l'émission et vous écrivez ça. D'accord. Et j'en suis digne. Et j'en suis digne. Et j'en suis digne. Ça fait 2 fois qu'on me le dit en 15 jours, donc je vais finir par le croire. Parce que je vais finir par le croire. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore saboteur? Encore le saboteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Après, il y a aussi peut-être, j'en parlais encore avec une collègue ce matin, des fois, c'est vrai que c'est bien aussi d'être seul. Des fois, ça fait du bien aussi d'être seul et de se dire... Alors, si vous êtes bien quand vous êtes seul, c'est que vous êtes une bonne personne avec vous-même. Donc ça, c'est très positif. Et c'est très positif pour vivre un couple. Et donc, vous avez plus de chances, en effet, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que déjà, quand on est bien avec soi-même, on est mieux avec les autres. Hein. Absolument. D'accord. Ouais, mais... Ça fait pas des années, alors arrêtez de me dire oui mais. Dès qu'on dit oui mais, Brigitte va vous le redire, c'est encore une locution du saboteur, oui mais. Ça veut dire ne m'aide pas, Brigitte, ne m'aide pas, je veux pas vous écouter, Brigitte. C'est ça, oui mais. Vous entendez? Non, oui mais. C'est vrai que ça fait pas des années, quoi. Ça commence où je commence à être vraiment indépendante et bien avec moi-même, mais c'est récent. On va vous taper sur les doigts, Carole, attention. Et, bon, en tout cas, je crois que vous commencez à avoir une bonne intuition et vous commencez à vous écouter. Vous êtes sur le chemin. Après, on avance pas à pas, chacun comme on peut. Hein, donc, il faut rester indulgent avec soi-même. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. On va, dans un instant, c'est très intéressant, on va donner la parole à Anne. Et Anne, eh bien, c'est son premier jour de rentrée en étant à la retraite. C'est pas rien, ça aussi. On l'écoute dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va donner la parole à Anne qui est avec nous, mais je vous rappelle que demain, eh bien, on parlera de ces fameux cartons rouges avec Bruno Martin. Vous savez, on rencontre quelqu'un, notamment cet été. Est-ce qu'il faut s'engager ou pas? On en parlera demain et vous pourrez bien sûr nous appeler au 0826 300 300. Et je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS aussi. Brigitte 7 20 18. Anne, merci de prendre la parole parce que c'est intéressant. Hein. Vous allez donc pour la première fois ne pas travailler. Oui, c'est aujourd'hui. C'est le 1er septembre en fait. Je suis à la retraite. Voilà. Et c'est très compliqué pour moi. Mais c'est normal. Et je trouve ça très bien que vous puissiez le conscientiser. Parce que c'est normal. Il y a une sorte de vous savez, c'est un petit peu comme, c'est un peu bête ce que je fais comme comparaison, mais je pense que ça va vous parler en tant que femme. C'est un peu quand on vient de mettre son enfant au monde. Il y a une sorte de vide là qui s'empare de nous. Tout à fait. Et surtout que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas non plus mariée, donc je suis célibataire. Et ce grand vide là, c'est comment dire Oui, c'est le grand vide. Et c'est exactement ça. C'est une sensation que vous pourriez tomber.
Oui. Et en fait, alors je suis très habituée à être seule, avec beaucoup d'activités. Mais là, c'est comme si toutes mes activités. Vous avez pas un peu anticipé? Alors j'ai anticipé, donc je vais voir une psychologue. Non, je parlais pas de ça. Enfin, pourquoi pas, c'est très bien. Hein. Si, alors j'ai anticipé. Encore que méfiez-vous, parce que c'est pas forcément nécessaire toujours d'aller parler à quelqu'un de ce sentiment de vide. Ce sentiment de vide, concrètement, je pense qu'il faut le remplir un peu. Alors le remplir. Alors là, je me suis dit non, tu veux pas passer cette épreuve chez toi, toute seule, tout ça. Donc j'ai pris un engagement de garder une maison avec 3 chats en Alsace. Moi, j'habite dans le sud-ouest. Et donc, je suis partie en vacances pendant 15 jours. Donc, pendant 15 jours, je garde une maison avec des chats. Je me promène, mais voilà. Oui, mais les chats, ils vont pas beaucoup vous parler quand même, hein. Non, mais alors j'essaie justement, parce que je suis dans un mouvement là qui s'appelle Urban Sketcher, donc de peinture dans la rue. Donc j'ai contacté des Strasbourgeois. Ça c'est bien, oui. Pour peindre, des amis qui sont à côté de Strasbourg, voilà. Et puis j'essaie de parler à un maximum de gens. Anne, si je peux vous donner un ou deux tips, une ou deux clés de coaching par rapport à ça, parce que y a des gens qui viennent à mes coachings, à mes stages quand ils arrivent à cette période-là. D'abord, j'ai un problème, moi, Brigitte, avec le mot retraite. C'est un mot horrible. C'est un mot horrible. La retraite, on se met en retrait. D'accord. Pour moi, ça n'existe pas. Vous savez, Brigitte vous a dit, j'ai écrit un livre, Anne, vous m'entendez, qui s'appelle Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Peu importe la mélothérapie, mais sa mission de vie, elle est jamais à la retraite, notre mission de vie. On est venu sur Terre, c'est ma vision des choses, avec des choses à faire, et qu'on ait 75 ans ou 95 ans, tant qu'on pense qu'on est aligné à ça, on n'est pas une travailleuse. Parce que c'est les travailleurs et les travailleuses qui partent à la pseudo-retraite. Ceux qui font quelque chose qui est lié à leur mission de vie, œuvrent. Ce sont des œuvreuses et des œuvreurs. Donc ce que vous avez dit à Brigitte est déjà bien. Trouvez-vous un nouveau groupe d'appartenance, mais qui soit en phase avec votre mission de vie, Anne. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la Terre? Mais c'est quel sens on donne à sa vie, en fait, ce que vous parlez, Christophe. Et le sens qu'on donne à sa vie, oui, dans ce sens-là, on n'est jamais à la retraite. Si on a, mais quel est le sens de votre vie? Et ce que je trouve très intéressant, parce que c'est pas anodin, vous l'avez dit, vous n'avez pas d'enfants, et c'est vrai que pour certaines personnes, les enfants, la continuité, les petits enfants, c'est ce qui tient en vie. Je dis pas que c'est forcément ce qui donne du sens, hein, c'est ce qui tient en vie. Et ça, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel donc vous ne pouvez pas vous appuyer puisque vous ne l'avez pas. Voilà. Et c'est pas anodin, et c'est bien que vous en soyez consciente. Moi je suis pas trop inquiète pour vous, parce que vous avez l'air d'être très consciente. Donc vous allez peut-être un peu sombrer, mais une fois que vous aurez un petit peu touché le fond, je pense que vous aurez de quoi rebondir, parce que sinon vous seriez pas apte à autant ressentir ce vide. Vous voyez, vous seriez déjà en train de prendre un peu d'alcool ou je ne sais quoi pour ne pas être consciente de ce vide. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, je suis devant 2 chemins. Il y en a un qui est très noir, où il peut y avoir de la dépression, où il peut y avoir des addictions, où il peut y avoir de tout ça, et l'autre qui peut être très beau et qui peut être de la liberté, des voyages et tout ça. Et pour le moment, je suis dans la fourche. Mais vous avez déjà été dépressive? Alors, je pense que je l'ai été dans mon jeune âge. On l'a pas détecté. Je le suis un petit peu, sûrement. Et non, mais je parle de dépression, là. Je parle pas de déprime. Hein. La dépression, c'est la dépression. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de rien, on n'est pas... Alors, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver
Bon, ça dure 2, 3 jours, 4 jours, mais peut-être. ça, c'est pas être dépressive. C'est d'avoir un petit peu de, et ça, je connais bien aussi, donc je vais vous rassurer. Hein, moi, on peut même pas imaginer ça. Mais moi, il m'arrive parfois de me dire, bon, à quoi bon ce matin? On se lève et on se dit à quoi bon. C'est ça que vous ressentez, voilà. hein? Mais c'est rien, voilà. ça c'est rien. C'est parce que vous êtes très, très, très en relation avec votre monde intérieur. Oui. Vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes très très en relation avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. Et ça c'est une qualité parce que ça veut dire que vous êtes très apte à écouter les autres. Tout à fait. Donc peut-être qu'il faut vous tourner vers des choses qui vous permettraient d'aider les autres, par exemple. Ça, ce serait une mission de vie qui me paraît super chouette parce que ça nourrit beaucoup ce genre de mission de vie. Oui, mais alors je voudrais faire. En fait, je suis formée aux constellations familiales. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Bah, voyez, on est en plein dedans, hein. Et oui. Et en fait, j'ai peur. Et pourquoi de quoi vous avez peur? De quoi vous avez un peur de ne pas être à la hauteur, peut-être. Vous pensez que c'est pas pour vous, vous n'y arrivez pas. Alors là, comme vous le disiez, Brigitte, en tout cas une autre auditrice tout à l'heure, le problème central de tous les êtres humains, vous savez, Anne, c'est leur estime de soi et leur confiance en soi. Et je mets un point d'honneur pendant les stages à la haute qualité relationnelle à les aider à rehausser leur estime et rehausser leur confiance en soi. Vous voyez? D'ailleurs, Brigitte, le 20, je serai à Bordeaux le week-end du 20. Là, il y a marqué Paris, mais je serai à Bordeaux le week-end du 20 pour donner un stage là-dessus. Vous voyez, Carole? Vous êtes, le 20 et le 21. Ouais. Non, mais écoutez, Anne, d'abord, c'est pas Carole, c'est Anne. Christophe. J'ai dit Anne, moi. J'ai réussi à percevoir en quelques minutes votre capacité à écouter les autres. Donc vous êtes faite pour la constellation familiale. Je veux dire, vous êtes, franchement, je vois pas ce qui peut vous empêcher de ne pas être bonne. Son saboteur, Brigitte, son saboteur. Oui, c'est le saboteur. Son saboteur, c'est sur le saboteur. Venez, vous savez, je fais un hashtag dans les conférences que je donne aussi, j'appelle hashtag balance ton saboteur. Brigitte, pour la rentrée, on dit à tous les auditeurs de l'AE sur Sud, hashtag balance ton saboteur. C'est pas balance ton porc de la chanson, c'est balance ton saboteur. Non, mais en plus, soyons clairs. Qu'est-ce que vous risquez d'aller dans cette démarche-là? Qu'est-ce que vous risquez? Vous avez votre retraite. Bon, ben, vous allez essayer quelque chose de nouveau, ça va être génial. Et puis, si ça marche pas, eh bien, vous aurez fait une expérience qui est positive et qui vous permettra de vous connaître encore mieux. Vous avez rien à perdre. Mais oui, mais c'est la peur. C'est le saboteur inconscient. Voilà, la peur de faire mal. Voilà. Ben vous ferez du bien et vous ferez un peu de bien à d'autres. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'une erreur quand on essaye d'aider quelqu'un. Moi, ça m'arrive de faire des erreurs à l'antenne. Hein. Je suis pas toujours 100% juste. Quasiment tout le temps, Brigitte. Non, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, je fais plutôt du bien et dans l'ensemble, vous ferez plutôt du bien et vous ferez du bien. Donc, vous avez aucune raison de ne pas y aller. Merci. Carole, vous êtes du sud-ouest avec votre petit accent? C'est Anne. Ah oui. Vous êtes où exactement? J'ai pas entendu. Dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. Bon. Eh bien, écoutez, vous me touchez. Donc, si vous êtes libre le week-end du 20, je vous invite à mon stage à Bordeaux sur le saboteur. Mais vous irez voir sur hautequalitérationnelle.fr. Si vous êtes libre, vous êtes invité. Vous serez rentré d'Alsace, Si vous êtes rentré, vous êtes libre. Puis de toute façon, votre image que vous avez prise et que vous avez donnée à Brigitte, vous savez, des deux voix, hein, la noire et la blanche. Franchement, Carole, c'est pas au début de la retraite qu'on l'a. Je pense que c'est à chaque jour de sa vie. Et vous savez, finalement, une vie, c'est court. Hein. On n'est pas riche en temps, les êtres humains. On est pauvres en temps. 30 000 jours, selon l'autobiographie de Marie Genevoix. Donc cette voix-là, vous savez, la blanche et la noire, Carole, il y a des gens de 15 ans qui l'ont, et moi-même, et Brigitte, et tous les êtres humains de la Terre, à chaque jour de leur vie. Vous savez, en neurosciences, et je finirai là-dessus, vous savez combien de décisions on prend chaque jour, Carole? 20 000. On arbitre à longueur de seconde. À longueur de seconde. La noire et la blanche, c'est pas que vous qui l'avez, c'est nous tous, chaque jour. Oui, Albert. Pourquoi Albert? Pourquoi je vous fais penser à Albert quoi? Albert qui? Mais non, parce que vous m'appelez Carole, je m'appelle Anne.
Vous avez de l'humour en plus. C'est moi qui me plante. Je vous appelle Caroline. C'était l'auditrice d'avant. Elle a dû me marquer. Excusez-moi, Anne. Anne. En plus, vous avez de l'humour. Écoutez, alors, vous savez nous faire rire. Quand on a de l'humour, vous avez raison, Brigitte, je l'appelle Carole. Quand on a de l'humour, on tombe jamais dans la zone noire. Hein, je peux vous assurer. Vous prenez pas la voix noire. L'humour, ça sauve de tout. Vous savez, c'est la reprise, hein, Carole. Non, mais Anne, là, on a raison de rire. Tiens, regardez ce qu'on fait, Brigitte, vous et moi, et tous les gens qui nous écoutent. On rit. Mon Dieu, si c'est prendre la voix blanche que rire. Rions. C'est un game, la vie. C'est un jeu. Faut pas la prendre trop lourde. C'est un jeu. En tout cas, je crois que vous avez peut-être quand même bien franchi la bonne frontière avec nous, Anne. Hein, on est d'accord? Bon. Oui. On vous a mis sur la voie blanche, n'est-ce pas, Anne? Vous êtes sur la voie blanche. Oui. Merci. Merci à vous surtout. Merci à vous. Et bonne retraite, même si on n'aime pas ce mot. Merci beaucoup, Anne. On se retrouve évidemment après les infos, puis on continue ensemble à partir du bon pied sur la voie blanche, hein, sur la voie de la lumière. Mais on n'échappe pas à la petite devinette, mon cher Christophe. Je sais que vous adorez. J'adore. Alors, quelle est la profession qui peut demander à quelqu'un: est-ce que tu préfères sucer ou est-ce que tu préfères une petite sodomie sans que ça choque personne? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on essaye d'être positif pour cette rentrée en compagnie de Christophe Médici qui donc vous propose 2 stages. Et vous avez vu, hein, Christophe, il a la pêche et il peut vous donner des conseils pour arrêter de vous saboter. Hein. C'est un peu le propos de ces 2 stages d'ailleurs. Il y en a un à Paris le 13 et le 14 septembre et un autre à Bordeaux le 20 et le 21 septembre. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur la HQR. haute-qualité-relationnelle.fr. C'est Marie qui nous rejoint, mais d'abord la petite réponse à ma devinette. Christophe, quelle est la profession qui peut demander: est-ce que vous préférez sucer ou plutôt par derrière Je donne ma langue au chat. C'est le pharmacien. Oui, est-ce que vous préférez un cachet à sucer ou un suppositoire? Ça ne choquera personne. Et oui, ils ont de la chance quand même, les pharmaciens, vous vous rendez compte, hein. Vous n'oseriez pas demander ça à une femme. Enfin, beaucoup des pharmaciens, Brigitte. Je leur raconterai. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Alors, moi, en fait, je suis dans un état d'esprit toujours assez positif suite quand il y a cette grande rentrée. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, même si le métier que j'exerce me passionne et que je suis très impliquée, et que c'est un métier que j'ai choisi, le plus important dans ma vie, ça restera toujours ma vie personnelle, hein, que ce soit ma vie familiale, ma vie amicale. Oui. Et du coup, voilà, c'est toujours... comment dire ? Il y a un petit pincement au cœur parce que vous allez un peu moins les voir à cause du travail, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que c'est léger parce que, comme je disais, mon travail me plaît beaucoup, mais ça me demande beaucoup d'heures de travail aussi. J'ai des enfants en bas âge et moi, la période de vacances, ça reste un plaisir et une priorité dans notre vie avec mon compagnon. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, Marie, c'est le paradoxe du féminin aujourd'hui. Hein. Exactement, vous avez totalement raison. Eh oui, c'est être obligé de se couper en 2. Hein. Ah, mais c'est exactement ça. Alors après, c'est vrai que ce qui facilite la chose, on va dire, c'est que mon mari a exactement la même analyse que moi. Il adore son travail, il est très impliqué, ça se passe très bien. Mais il sait aussi s'occuper des enfants. Donc vous avez cette entente formidable dans le couple. C'est déjà c'est déjà parce que imaginez les femmes qui sont mères seules et qui sont obligées de se couper en 2 sans arrêt avec tout ce que ça représente. Alors non, j'imagine pas. Oui, mais moi je sais pas comment elles. Je veux dire, je sais pas comment elles font. Oui, je sais bien. Même les papas solo, je veux dire, de toute manière, un parent solo, là, franchement. Donc voilà, c'est un peu cette ambivalence, hein, et puis tenir la route jusqu'aux prochaines vacances. Je peux vous dire quelque chose par rapport à ça, Marie.
Vous savez, moi qui suis psychosociologue, il y a un de mes collègues américains, il y a une trentaine d'années, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle « La mise en scène de la vie quotidienne ». Brigitte, je le conseille à tout le monde parce que dans ce livre, Erving Goffman, il s'agit de lui, dit que dans la vie, nous jouons des rôles, pas un rôle, des rôles. D'accord, Marie? D'ailleurs, on joue son rôle de maman, de professionnel, d'ami, de fiancé, peu importe. Bon, on joue des rôles, ça, tout le monde l'entend. Mais par rapport au rôle de maman sur lequel vous avez mis l'accent, et Brigitte vous a dit, vous aimez bien vivre cette scène de rôle de maman, mais en même temps, vous êtes dans l'ambivalence. On est d'accord? C'est le rôle que certains parents adorent jouer, mais d'autres, volins-nolins, à partir du moment où ils se sont mis dans ce rôle, et ils ne pouvaient pas le savoir avant d'ailleurs, se rendent compte qu'ils ne l'aiment pas tellement. Finalement, c'est horrible, hein, on est d'accord ce que je dis là. Et ils vont donc privilégier parfois leur rôle de professionnel, voyez Marie, plutôt que sur le rôle de maman. Alors on les pointe du doigt, ces femmes-là. Vous savez, en Allemagne, Brigitte, les femmes qui font un métier et qui restent pas que... Il y a un dicton en allemand qui dit « Hausfrau ist der schönste Beruf », hein, mère de famille est le plus beau des métiers. On les appelle les Rattenfrauen, les femmes corbeaux. Et longtemps, elles étaient culpabilisées en Allemagne. On disait « Oh, c'est une mauvaise mère, hein. Elle travaille et elle adore son métier ». Non, non. Je veux dire, pourquoi une femme peut être préférée, et c'est pas une mauvaise mère pour autant, son rôle de professionnel, mais elle est toujours quand même mère. Vous voyez ce que je veux dire, Marie? Et vous, visiblement, vous aimez beaucoup être maman. Votre rôle de maman, vous l'adorez. Je me trompe ou pas? Alors oui, c'est difficile au quotidien, bien sûr, mais bien sûr, j'aime ce rôle. D'ailleurs, j'ai pas qu'un enfant, donc moi, ce qui me gênerait, en fait, finalement, dans ce que vous dites, je comprends totalement que des parents, des fois, se disent que finalement, ils aiment pas ça. Ils pouvaient pas le savoir avant. Ce qui me gêne, c'est après de refaire des enfants, bien sûr. Mais on peut pas le savoir avant. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous savez, Marie, c'est la facette, les facettes d'un être humain, et en même temps, c'est peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être plus douloureux, mais c'est peut-être plus simple d'être consciente qu'on a des facettes qui sont contradictoires. Totalement. Et puis finalement, mon mari à un moment a lu un livre, je ne sais pas si je peux le dire le titre. Oui, bien sûr, oui. Un titre qui s'appelle, je crois, ne coupez pas la poire en deux, ou ne jamais couper la poire en deux, quelque chose comme ça. Et il me disait, en fait, en tant que grand perfectionniste comme moi, en fait, notre problème, c'est qu'on va être parfait partout. Et que finalement, on n'arrive pas à se contenter de faire juste. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Ce qui compte, non, mais sincèrement, c'est très important. Ce qui compte, c'est pas le temps qu'on passe avec ses enfants ou qu'on passe au travail, c'est la qualité. Une fois qu'on a compris ça, on fait bien les choses et on les fait peut-être pas aussi bien que si vous étiez 100% mère au foyer. Et encore, je suis pas sûre, parce que les enfants, quand on est trop dépendant, enfin, quand ils sentent qu'on a tout fait pour eux, eh bien, on leur met quand même un fardeau sur le dos. Je suis d'accord avec vous. Totalement. Donc je pense que les moments que vous passez avec vos enfants sont des moments peut-être plus rares, mais qui sont précieux et qui sont certainement de qualité. J'espère. Je fais tout pour, en tout cas. Et puis, vous avez la chance que, de toute façon, votre mari sait aussi être un bon père. Et puis, vos enfants, ils sont des enfants modernes. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous savez, Marie Winnicott disait qu'il n'y a pas de mauvaise mère, il n'y a que des mères suffisamment bonnes. Vous voyez? C'est sûr. C'est un métier impossible, parents. On se plante tout le temps. À partir du moment où on se plante avec amour, ça va. C'est ceux qui se plantent en étant vraiment délibérément, et il y en a, Brigitte, sont très peu nombreux, hein, d'accord, mais il y en a. Non, mais ce que je trouve intéressant, et c'est bien, parce que vous voyez, moi, il y a peut-être que sur Sud Radio que je peux me permettre de dire ce genre de choses, c'est qu'on oublie que pour une femme, s'occuper de ses enfants, c'est quand même un bonheur extrême, et que peut-être il serait bien aussi de pouvoir permettre aux femmes d'être plus présentes quand elles en ont envie, et en même temps pouvoir travailler. Il y a, bon, je ne fais jamais de politique, comme vous le savez, Christophe Médici, mais la société a énormément bougé, et sur certains points, on voit bien que ça bouge pas tant que ça. Il y a ce genre de témoignage que vous nous offrez, Marie. Eh bien, moi, je suis ravie de l'entendre, parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes ressentent dans leur chair, au plus profond de leurs entrailles. Alors après, c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec vous. Ce qui pas me choque, mais qui me gêne aussi, c'est que mon mari, à un moment, a voulu prendre un temps partiel pour s'occuper des enfants, parce qu'il en éprouvait l'envie, et ça a été beaucoup très compliqué. Et finalement, lui aussi paye un peu ce prix-là du papa qui, non, le papa, là, il peut pas, quoi.
Oui, alors ça bouge un peu quand même, hein, puisque le congé parental, les pères peuvent l'obtenir aussi maintenant. Mais vous voyez, on est un peu en retard, hein, sur ce plan-là. Et après, on s'étonne qu'il y ait de moins en moins de femmes qui veulent faire des enfants. Mais non, c'est juste qu'on est un peu en retard. Et d'un autre côté, on a des enfants qui sont faits pour pouvoir avoir des aides. Enfin, il y a vraiment un problème de société sur ce plan-là qui me semble essentiel. C'est vrai, vous avez raison. Et puis, être parent d'enfants et être parent d'ados. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent... J'ai adoré être parent de mes enfants. Il y a un sketch magnifique, Brigitte, de Danny Boone, que tous les auditeurs ne le connaissent pas, allez le voir. C'est Danny Boone qui découvre son ado et ses ados chez lui. Parce que être parent de ses enfants, c'est pas être parent de ses ados. On est d'accord? Là, t'as l'impression d'avoir des étrangers à la maison, comme dirait Danny Boone, et son sketch est extraordinaire. Tu dis, mais c'est moi qui ai mis ça au monde. Mais allez regarder sur YouTube le sketch de Danny Boone sur les ados. C'est très dur d'être parent d'ado. Hein. Oui, je pense que si on a été des bons parents, on a quand même des ados à peu près supportable. Hein. Bon, je vous laisse. J'assume. C'est pour ça qu'on m'aime, c'est parce que j'assume. J'ose dire les choses que peu de gens osent dire, mais je m'en fous, moi. Puis j'ai pas eu d'enfant, alors je peux me permettre de donner des leçons, hein. N'est-ce pas, Marie? Totalement. Mais si je peux juste terminer par allez-y. Moi, j'ai remarqué que justement sur ce côté maman qui travaille ou maman qui travaille pas. Enfin, le fait d'être maman, on a finalement beaucoup de leçons à droite à gauche, comme vous disiez, elle travaille, elle travaille pas. Je pense que déjà le premier projet, ce serait que tout le monde accepte ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Ça s'appelle... On n'est pas parfait, sans regarder les réseaux sociaux avec les familles parfaites, on fait ce qu'on peut et au mieux. Ça s'appelle la tolérance. Hein. Exactement, bravo Marie. Bravo. Et merci de votre témoignage, et bien une bonne rentrée quand même. Hein. Merci, au revoir. Allez, on fait une petite pause et c'est maintenant notre nouvelle séquence avec Joël qui nous rejoint dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous. Il vous invite à oser votre vie de manière positive. Et en cette rentrée, c'est une bonne manière d'oser sa vie de manière positive. Demain, ce sera Bruno Martin qui sera avec nous. On parlera des fameux cartons rouges lorsqu'on est en couple et qui font que, évidemment, le couple ne peut pas tenir. Et puis, cette nouvelle rubrique, je vous en avais parlé tout à l'heure, ça s'appelle C'est maintenant. Et dans ce moment-là, je vous invite à venir nous dire ce que vous n'avez peut-être jamais dit, soit par peur, par pudeur, ou parce que peut-être vous vous sentez encore coupable et vous avez envie de vous libérer, ou peut-être qu'il y a une phrase qui a été une révélation pour vous, un mot qui a changé votre vie. Et je crois que c'était un peu votre cas, Joël. Merci en tout cas d'inaugurer avec nous C'est maintenant. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Joël. Oui, effectivement, c'est un peu ça. Je vous situe un peu le contexte. Nous étions, mon fils et moi, chez un ami en train de partager notre compétence en matière d'aménagement des bâtiments pour créer une salle de bain chez lui. Et cet ami est quelqu'un qui enseigne le Qigong et qui est allé apprendre ça dans les monastères taoïstes, qui a une grande expérience et qui, par ailleurs, a aussi une expérience de régisseur dans les grands festivals au niveau culturel en France et en Europe. Et donc ce jour-là, nous étions à table et je partageais deux situations que j'avais un peu partagées brièvement avec lui. Et à un moment, quand je parlais de ces deux situations, il m'a invité à continuer ce que je disais en regardant un miroir qui était à proximité. Effectivement, j'étais pour l'une des situations, dans une situation où j'étais responsable vice-président d'une grande association nationale pour la promotion de l'accompagnement de l'intime. Et en tant que vice-président, je me heurtais à des conflits de lutte d'intérêts et des conflits teintés de conflits d'ego. Et donc j'en parlais, je partageais ça. C'était pas complètement inconnu pour moi puisque j'ai été quand j'étais en activité engagée syndicalement avec des responsabilités locales, nationales et mondiales. Donc les luttes de pouvoir, bien sûr, oui. Vous connaissez. D'ego, je connaissais un petit peu.
Mais je dois avouer qu'à la retraite, j'ai voulu passer un peu plus dans l'humain, dans le réel, d'où mon engagement dans ce que je fais. Et l'autre situation, c'est l'envie de créer dans mon village d'enfance un petit festival autour des traditions des rôtis de châtaigne, c'est en Ardèche, et en apportant le réseau de mes amis musiciens et autres chanteurs de manière collégiale dans le village. Et il m'a dit, vas-y, continue à me parler de ces deux choses. J'ai parlé de la première, il me dit, regarde bien, observe ton visage, observe tes yeux, écoute ta voix. Et ça, c'est... Excusez-moi. Oui, on vous écoute, Joël. On est même très, très à l'écoute. C'est pour ça que peut-être que vous avez entendu ce silence. Ça m'émeut aussi, parce que c'était... Oui. Sans l'émotion. Deux engagements importants. Oui. Et j'ai pris ce temps et je me suis aperçu que le combat, ce qui n'enlève rien à la qualité de l'engagement de cette association et de son cheminement et de ses vocations, je ne mélange pas les deux choses, le combat, la bagarre de cette association et le ferraillage, j'appelle ça comme ça, me faisait dégager une expression du visage dur, une voix pas agréable. C'était en contradiction avec votre objectif finalement. C'est-à-dire que tout d'un coup vous avez vu que c'était votre ego, votre envie de toute puissance qui parlait et pas votre idéal, quoi. Donc j'ai réussi à me départir de cette toute puissance, de cette envie-là. J'étais surtout confronté à de l'adversité. Et j'avais tendance à me mettre en mode combattant, ce que j'avais fait beaucoup. Et c'était pas mon intention dans une association qui portait un message très humanitaire et qui le porte toujours. Je trouvais que c'était pas juste et que c'était pas en harmonie, effectivement, comme vous dites, avec mon postulat de porter des choses humanistes et d'organiser des choses dans cette association en tant que vice-président, pour les faire évoluer très positivement vers le... Mais ce qui est magnifique dans ce que vous racontez, c'est que votre ami ait eu l'idée de vous dire « continue à parler et regarde-toi dans le miroir ». Parce que lui, il le voyait. Mais il vous l'aurait dit, peut-être que vous ne l'auriez pas entendu. Tandis que là, vous étiez un petit peu comme si vous étiez face à votre saboteur. Enfin, il y a une sorte comme ça de miroir. On dit souvent que c'est les autres qui sont notre miroir, mais là, c'était un vrai miroir qui vous a montré cette part de vous qui n'était pas en corrélation avec votre projet. Oui, exactement. Et effectivement, j'ai comparé quand j'ai parlé de cet engagement dans mon village, à créer cette initiative, à la partager avec les anciens, les jeunes et partager ces choses-là. J'étais souriant, j'avais les yeux qui brillaient. Mais si je peux me permettre, Joël, de vous dire une chose, je peux me permettre de vous dire un mot parce qu'on sent votre haute intelligence, hein, évidemment, et étant donné aussi peu importe votre saucisse et votre passé. Vous savez, dans mon livre Oser incarner sa zone de génie, qui est sorti il y a quelques mois, je dis que quand on est dans sa zone de génie, on œuvre. Je le disais en cours d'émission, vous vous rappelez, Joël. Et vous, visiblement, quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous êtes dans vos zones de génie, vous savez, vous ressentez de la joie quand vous parlez. C'est ça que votre ami a voulu vous montrer, voyez. Et donc ça se lit dans votre non-verbal aussi, et vous le voyez dans le miroir, dans vos yeux, voyez. Vous avez le sourire. Tandis que quand vous êtes dans l'autre, vous savez, moi je pars toujours de l'idée que quels que soient les secteurs d'activité qu'on traverse, et Brigitte et moi on en a traversé comme vous beaucoup, on rencontre deux familles d'êtres humains. T'as des jeux et tout le monde a le choix, vous savez, hein, Joël, tout le monde a le choix. Il y a les gens qui vont opter pour le pouvoir sûr, et quand on est dans des lieux où il y a des enjeux de pouvoir, on est forcément volins-nolins avec des gens qui sont dans l'envie d'être au-dessus. Vous savez, comprenez ce que je veux dire, dans la verticalité. Oui, où on est dans le pouvoir pour. Et quand vous êtes dans vos activités humanistes, vous optez pour le pouvoir pour. Quand Brigitte Lahaie transmet sur Sud Radio, allez dans le pouvoir pour aider les gens, pour éclairer les gens. Il y a une phrase de Voltaire que j'adore, vous savez, Joël, elle va vous parler à votre cœur. Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. C'est les gens du pouvoir pour qui font ça. Je suis pas sûr que les gens du pouvoir sûr ont la même phrase phare de Voltaire. C'est vraiment écho.
Oui, mais je crois que c'est la grande différence entre quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup et à tort aujourd'hui, qui s'appelle la verticalité, et puis le pouvoir. Malheureusement, oui, je suis obligée d'être dans la verticalité. Je tiens cette émission et je suis obligée d'inviter des gens de qualité et donc forcément de faire ces choix-là. Mais ça, c'est de la verticalité. Mais je reconnais que oui, je suis au-dessus parce que c'est mon émission. Mais je ne suis pas dans le pouvoir, dans le sens où je suis ravie quand j'ai quelqu'un comme Christophe Médicis qui parle beaucoup et qui dit des choses intéressantes et puissantes que peut-être j'aurais pas pu dire. Et je pense que c'est ça, vous vous êtes retrouvé dans une association où vous ne pouviez pas avoir la verticalité simple parce que vous aviez en face des gens qui voulaient déjà prendre le pouvoir. Oui, c'est ça. Et puis donc, j'en ai tiré une conclusion ce jour-là. C'est-à-dire que j'ai décidé de m'éloigner de cette association et de laisser les autres... De passer les autres faire, en ayant autant que faire se peut imprimé une forme de souhait, de partage pour tous. Et je me suis un peu plus engagé vers cette fête dans le village qui, depuis quelques années, prend des sorts, rassemble avec une belle qualité, une belle joie, et on crée du lien, on vit ensemble. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir continué l'engagement pour l'accompagnement de l'intime, en restant moi-même accompagnant et en transmettant les témoignages que m'ont donné les personnes que j'accompagne. Et là, je suis dans l'humain. C'est elles qui m'ont confié. Je le confie à des gens dans des festivals et ailleurs. Et on parle humainement. Eh ben merci beaucoup Joël de cet instant, de ce c'est maintenant que vous nous avez offert. Et puis peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de miroirs à l'Élysée, qui sait. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le sexo conseil du jour. On va parler de l'orgasme. C'est quoi l'orgasme? Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo conseil. Alors l'orgasme, c'est parfois bien de rappeler des définitions, Christophe Médicis, parce que on peut le connaître, mais on ne sait peut-être pas forcément ce que ça signifie. La définition précise de l'orgasme, point culminant de l'excitation sexuelle. Ça, c'est la définition dans le dico de sexologie. Hein. Et chez l'homme, très souvent, forcément, ça provoque l'éjaculation, parce que l'éjaculation, c'est le réflexe. Hein, ça va tellement, on est tellement excité qu'à un moment, il faut que ça explose, et hop, ça part. Hein. Bon. Ça, c'est clair. En revanche, chez la femme, c'est pas tout à fait la même chose, puisque, par exemple, certaines femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes en suivant, même si, pour moi, c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça, ce serait un autre sexo-conseil. On en parlera peut-être une autre fois. Toujours est-il qu'il y a un point très divergent dans l'orgasme entre les hommes et les femmes, puisque la femme doit s'abandonner pour pouvoir arriver à l'orgasme, tandis que l'homme doit quand même un petit peu se retenir pour pas y arriver trop vite. Alors, la femme, il faut donc un certain temps pour y arriver, et l'homme, il y arrive parfois bien trop vite. Mais contrairement à l'homme, donc la femme peut avoir plusieurs orgasmes en suivant, tout en restant donc toujours au stade culminant du plaisir et de l'excitation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est que ce sont des réflexes et que le point de départ du plaisir, il se trouve dans le cerveau. Donc, l'essentiel pour atteindre ce fameux orgasme, c'est d'être détendu et de laisser de côté toutes les inhibitions, de connaître bien son corps, parce qu'on a des signes qui sont très 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 clairs et qui sont avant-coureurs du moment où on va pouvoir orgasmer. Et la plupart des blocages, en fait, sont d'ordre psychologique et non pas d'ordre corporel. Et c'est très très important à comprendre ça, parce qu'à partir du moment où on a compris ça, on comprend que le cortex cérébral, il intervient dans la libido et dans l'activité sexuelle. Il est relié à l'hypothalamus, et qui contient donc 3 centres, hein, une zone pour la libido, une deuxième qui commande la sécrétion des hormones, et une troisième qui, au contraire, joue le rôle d'inhibition. Et donc, si cette troisième zone qui joue le rôle d'inhibition est très activée, on ne peut pas l'atteindre, l'orgasme. Donc, la nécessité de comprendre que le point de départ de l'orgasme, il est dans le cerveau et non pas dans le corps.
C'est quand même intéressant. Hein. C'est intéressant que pour certaines femmes, c'est le monstre du Loch Ness. Et pour certaines femmes, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Oui, mais je pourrais dire que pour des hommes qui sont par exemple anéjaculateurs ou éjaculateurs précoces, c'est pareil. C'est très compliqué aussi. C'est ce qu'il y a dans le cerveau qu'il faut un petit peu libérer. Bien sûr. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. Et ça peut passer. Ouais. Mais par contre, ça peut passer par des exercices corporels. Oui. Nous allons donner la parole à Patrick maintenant, mais je rappelle, parce que je ne l'ai pas beaucoup dit, mais si vous avez envie de faire ce stage qui est animé par Christophe Médicis, cessez de vous saboter et réussissez à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez y assister soit à Paris le 13 et le 14 septembre, soit le 20 et le 21 septembre à Bordeaux. Et pour vous inscrire, vous allez sur haute-qualité-relationnelle.fr et je rappelle que Christophe vous offre une place. Si vous venez en couple, vous n'aurez qu'une seule place à payer et vous pourrez aller en couple et c'est une belle manière, pourquoi pas, de vous donner un petit projet commun. Patrick, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Et donc c'est la rentrée des classes, c'est un vrai sport de combat, paraît-il. Oui. Mais ça y est, c'est fait déjà, tout est acheté, tout est... Oui, on a encore fini un peu des choses aujourd'hui puisque j'ai posé ma journée, mais oui, c'est la rentrée des classes. Donc là, c'était les filles de 5 et 7 ans qui étaient à l'école et le petit dernier qui, lui, a repris la crèche. Donc c'est la reprise et finalement... Quand je fais le bilan de cet été, ça a été un bilan positif puisqu'il est rempli de beaucoup de joie et de bonheur, mais beaucoup de fatigue aussi. Donc parfois le quotidien éreinte, fatigue, ça peut créer des tensions dans le couple, etc. Et donc là, parfois, il est aussi bon de prendre du recul. Et c'est pas un hasard, c'est assez étonnant d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée, mais c'est aussi les 10 ans d'anniversaire où j'ai rencontré mon épouse. Ouais. Et c'est assez drôle parce que je me faisais réflexion là, il y a quelques jours, c'est un peu disputé et on est un peu fatigué. Et s'il y a 10 ans on m'avait dit ce soir tu vas rencontrer une femme formidable et tu vas passer 10 ans de bonheur avec elle, je dis oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et quand je vois l'état émotionnel dans lequel j'étais il y a 10 ans, et je pense que je n'aurais même pas rêvé tout ce qui a pu se produire depuis. Donc je pense que une des choses, lorsqu'on n'est pas accablé par quelque chose de très triste et de très angoissant, mais souvent pris par le quotidien, c'est parfois de prendre un peu le recul et regarder le sens de notre vie, en effet. Et c'est vrai que au quotidien, il peut y avoir des petits cailloux dans la chaussure, il faut les retirer, et puis il faut les traiter, mais globalement, si on a envie d'être sur ce chemin-là et que le chemin va vers une direction qui nous convient, généralement, on ne sent même pas la fatigue, ou en tous les cas, on la sent différemment. Déjà, 10 ans de couple, c'est pas rien. 3 enfants quand même plutôt en bas âge. Oui, je conçois que les vacances, malgré tout, avec 3 enfants en bas âge, on n'a pas beaucoup le temps de se reposer. Et la rentrée, c'est aussi... Mais visiblement, vous êtes un vrai père. Et je suppose que votre femme est une vraie mère. Donc c'est un peu comme Marie, vous êtes tous les deux sur le pont. Ah ouais, on est tous sur le pont et ça suffit des fois pas. Donc, oui, mais ça je peux trouver de l'énergie. Oui, je l'entends bien, mais là aussi c'est pareil, c'est de temps en temps, accordez-vous la petite pause. Oui. C'est pas compliqué. Oui, je sais bien, mais vous avez peut-être quand même la possibilité de temps en temps de les confier aux grands-parents. Ils servent à ça aussi. Alors, ils servent à ça aussi. Alors, quand on en a un ou deux, mais quand on en a 3, d'un seul coup, ça a une charge pour des personnes un peu âgées. Donc, c'est un peu limité. Où il faudrait les éclater, trouver des terrains d'accueil. Mais il faudrait que les couples il faudrait créer. Tiens, voilà une belle idée. Une association pour que les couples puissent, vous savez, faire des échanges. Là, c'est vous qui gardez nos 3 enfants. La semaine prochaine, ce sera nous, tel soir. Pour que le couple en fait
fait joue son rôle d'épouse, d'époux, d'amant, voilà, Ouais, d'amant. oui, oui. Vous vous rappelez quand je parlais tout à l'heure, Patrick, des différents rôles qu'on joue dans la vie, on est d'accord. Le problème parfois des couples enfamillés, vous me permettez cette image, couples enfamillés, hein, qui sont devenus à la fois papa et maman, on est d'accord, c'est d'oublier le rôle d'époux, d'amant et d'épouse et de maîtresse, vous voyez ce que je veux dire, qu'on doit être pour son épouse et son mari. Vous voyez ce que je veux dire. Et des moments comme ça où on laisse les enfants, on les laisserait à d'autres couples, effectivement, mais en troc. Après, c'est à nous de les prendre, on est d'accord, hein. Eh bien, ça ferait que vous jouez votre rôle. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans la situation dont je parlais en début d'émission. Vous avez entendu ce que je disais. Entre 32 et 38% des couples se séparent après les grandes vacances. Vous entendez? Tellement ça a été un test horrible. Il y a rupture, carrément. Rupture. Non, vous tout va bien. Vous, tout va bien. Oui. Patrick, ça va. Tout va bien. Oui. Ça veut dire que c'est un couple qui tient la route, Patrick, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être qu'en sous-texte, vous parlez un peu de votre vie, de votre mission de vie. Donc il est évident que c'est une histoire de couple et de famille. Hein, votre vie, c'est quelque chose d'essentiel et qui a certainement changé totalement votre caractère. Hein, parce que comme je dis toujours, au fil de nos rencontres et de ce qu'on fait dans sa vie, on a notre personnalité qui bouge. Hein. Mais peut-être qu'il y a... La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement il n'y a pas 2-3 petites choses que vous avez laissées de côté et qui pourraient à un moment donné vous manquer, je ne sais pas. Moi non, mais quand vous avez dit dans l'émission un couple c'est 1 plus 1 et ça fait 3, eh bien oui, je pense que justement d'avoir du temps pour simplement être à 2 redevient compliqué lorsqu'on est 5. Oui. C'est voilà. Peut-être là-dessus qu'il faut trouver... C'est pas tant... Moi, il me manque pas tant de choses, ou en tous les cas, je me sens pas privé. Par exemple, de moments à moi seul, unique, de loisirs seul, unique. J'entends. Voilà, mais ouais, c'est vrai que quelque part, avoir vraiment du temps pour avoir du temps. Le temps n'a rien fait à 2, des fois, là, ça, c'est ce que on l'a plus beaucoup, ça. Patrick, pour qu'un couple soit haute qualité relationnelle, dans mon livre Le couple haute qualité relationnelle, je disais qu'il a 3 plateaux qu'il doit équilibrer. Il y a des choses qu'on fait qu'à 2, on n'est que tous les 2. Il y a des choses qu'on fait à 2 avec d'autres, hein, la vie sociale, les parents, les soirées entre amis, et il y a des choses qu'on fait chacun de son côté. Mais le premier plateau est important, Patrick. Des choses qu'on va faire à 2, voyez. On parlait avec Brigitte, choisissez-vous un objectif, vous pouvez très bien vous le décider avec votre épouse. Une activité, tiens, on découvre la biodanza, tous les 2. Hop, on se fait 1 fois par semaine de la biodanza. Je pense pas que ce soit pour vous, mais qu'importe, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais pour ça, il suffit d'anticiper un petit peu, et des enfants, ça se garde. Hein. Oui. Et c'est pas grave, et ils ne seront que plus heureux d'être avec vous, parce que de temps en temps, ils seront pas avec vous. On va y penser. Alors, c'est vrai, on a des projets, puisqu'on va faire de la chorale ensemble à la rentrée. Donc, voilà. Super. Voilà. Oui. Mais mais je crois que c'est vraiment important parce que votre couple peut à force en pâtir. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure. Vous avez l'air d'être super heureux et puis vous formez une famille certainement formidable et vous avez certainement passé des vacances certes un peu agitées, mais chouettes. Mais oui, vous voyez comment vous pouvez un tout petit peu et puis vous verrez bien. Hein. Si ça vous apporte vraiment plus ou si c'était pas nécessaire. D'autant plus que, encore une fois, au bout de 10 ans, je suis toujours émerveillé par ma femme. Donc ces 10 ans d'anniversaire de sa rencontre, quelque part, sont toujours un bon moment, puisque, encore une fois, souvent, je me dis, mais quelle chance j'ai, et quelle chance nous avons. Eh bien, soyez sûrs qu'elles disent la même chose. Et vous avez prévu quelque chose rien que pour tous les 2 pour célébrer 10 ans? C'est pas rien, 10 ans, c'est une décennie, vous voyez. Vous avez prévu un truc rien qu'à 2, Patrick? Non. Eh ben, c'est une bonne idée. Surprenez-la. Et puis, peu importe les enfants, machin, on quitte la routine, on l'avait dit en début d'émission, et vous lui proposez un moment de qualité, vous savez. Même si c'est que 3 minutes. Oui. Enfermez les 3 ans. Non, pas forcément, même chez vous, mais enfermez les enfants dans la chambre 3 minutes, et puis accordez-vous 3 minutes, yeux dans les yeux, pour fêter ces 10 ans. Rien que vous 2. Rien que vous 2. Promis ? Promis.
Ça sera, vous verrez, ça va la surprendre. Et c'est pas grand-chose, mais ça va vraiment la surprendre. J'ai envie juste d'être yeux dans les yeux avec toi, comme il y a 10 ans, avant les enfants. Et c'est essentiel qu'on ait ce petit instant de tous les deux. Vous voyez ? Très bien, je visualise très bien. Eh ben, faites-le. Merci Patrick, en tout cas. Merci de cet échange. On fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure. Ça passe vite avec vous, Christophe. Ça, c'est chouette quand même. Il faut rester 2 heures de plus. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous et on vous a donné, je crois, pas mal de bons conseils pour partir du bon pied en cette rentrée de septembre. Je rappelle que votre dernier livre aussi peut vous intéresser. Ça s'appelle « Osez incarner votre zone de génie ». C'est aux éditions Lanor. Et c'est vrai que on a tous un petit part de nous qui est meilleure dans certains domaines. Et à nous de la trouver, cette part. Et le couple peut y aider. Un couple, c'est aussi aider l'autre à aller chercher ça. Je pense. C'est un vrai miroir, le couple. Oui, donc ça peut y aider. On voit le meilleur de soi et le pire de soi dans les regards de l'autre. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu ça dans mon couple et dans mes histoires. Vous êtes d'accord, hein, Christophe ? Absolument. Parfois, c'est le meilleur qu'on voit, donc ça, c'est super. Et puis parfois, c'est le pire, et ça, c'est moins drôle. Mais vous savez, Brigitte, qu'il y a c'est comme ça qu'on se découvre. Dans votre collection Psychologue, qui est un des plus téléchargés chez Audible, c'est Savoir gérer un conjoint toxique. Que j'avais écrit il y a 10 ans. Oui. C'est incroyable le nombre de gens qui le téléchargent. Comme quoi, savoir gérer un conjoint toxique, ça parle à beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Parce qu'on parle toujours le couple, c'est meilleur pour la santé, mais ça dépend de quel couple. Quand on a choisi un conjoint toxique, c'est parce qu'il y a une part toxique en nous qu'il faut libérer. C'est tout. Et il faut toujours se responsabiliser dans la vie. Ça, c'est aussi peut-être le bon conseil qu'on peut donner pour cette rentrée. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Philippe. Christophe Médicis qui est avec nous. Oui, bonjour Christophe. Écoutez, moi c'était pour vous dire, après tous ces petits messages, c'est vrai que moi j'ai choisi l'autre option, c'est-à-dire de voir tout le monde rentrer de vacances, et on va dire que c'est à mon tour de partir en vacances, donc c'est un plaisir aussi différent, certes moins festif en termes d'activité, en termes de monde, sur tous les touristes, et c'est beaucoup plus calme, donc c'est un plaisir corporel. Vous aimez bien ne pas être dans la norme, c'est-à-dire être un petit peu différent et puis peut-être profiter d'être un peu plus tranquille pendant les vacances, parce que c'est vrai que prendre ses vacances en septembre, c'est généralement être un peu plus tranquille dans les endroits où il y a beaucoup de monde au mois d'août. Tout à fait, c'est donc beaucoup moins de monde, mais bon, c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup moins aussi d'animation, et encore septembre ça va encore. Juin c'est beaucoup plus calme, vous voyez. Par contre septembre c'est comme là. Oui, septembre, c'est-à-dire que je suppose que vous n'avez pas d'enfants. Non, si j'en ai, mais ils sont plus à charge. Ils sont grands, oui, c'est ça. Mais c'est parce que le problème pour beaucoup de gens, c'est que de toute façon, il faut y aller pendant les vacances scolaires. On n'a pas le choix. C'est ça. Donc vous avez on fera de regarder nos petits-enfants quand on sera à la retraite. Je sais que c'est pas bien la terre en retraite, mais bon, c'est, on va dire, en mode repos. Et alors, ce choix de partir en septembre, c'est quoi ? C'est pourquoi ? C'est pour pas faire comme les autres ? C'est parce que vous avez envie d'être plus tranquille ? C'est parce que vous n'avez pas eu le choix ? Non, c'est juste le choix d'avoir moins de monde, d'être plus au calme, déjà avoir moins de circulation pour descendre. Le seul petit regret, c'est vrai que les journées sont moins longues. C'est peut-être le petit bémol, quoi. Oui, il fait nuit plus tôt, c'est vrai. Mais si vous allez dans le sud, il fait encore très beau en septembre. C'est ce que l'on fait systématiquement dans le sud ou ailleurs, mais on va toujours aux régions. Donc j'entends que vous partez en couple. Voilà, c'est ça. Et vous êtes d'accord sur ce point ? On est d'accord sur ce point, et puis quand on sera dans les années à venir, ce sera un point d'accueil pour nos petits-enfants. Est-ce que vous envisagez d'acheter quelque chose ou dans le sud ? Oui, si on le peut, oui, tout à fait. Donc c'est un projet commun que vous avez, un projet de couple commun ? Exactement. Et ça va ? Vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde ?
Bah écoutez, 32 ans de mariage, ça, je pense que ça devrait aller. On s'entend. Oui, bien. non mais c'est pas ce que je voulais dire, mais s'il y en a un qui a envie d'acheter, je sais pas, à Montpellier et l'autre à Toulouse, c'est pas tout à fait quand même. Non, bah sur la région, non, on est. Vous êtes raccord sur la région. C'est quelle région alors, Philippe? C'est la région de Montpellier. Elle a visé juste, Brigitte. Ça devient une région hautement inflammable, toutes ces régions-là. Non, je plaisante. Non, mais en bord de mer, ça va encore. Oui, en bord de mer. Ouais. Et voilà, donc ça va. Et alors, est-ce que vous avez prévu, parce que je ne sais pas si vous avez entendu en début d'émission, vous n'écoutiez peut-être pas encore, Christophe disait qu'il y a 38% des couples qui se séparent pendant les vacances, donc c'est pas rien. Donc qu'est-ce que vous avez prévu pour passer des bonnes vacances en couple? Eh ben, quelques sorties, découvrir les régions, justement, programmer des visites de zones qu'on va commencer à découvrir. Ouais, c'est chouette. Quel village on va choisir pour faire une future acquisition. On va essayer déjà d'y aller en été, un petit peu une plus basse saison aussi, pour voir si c'est mort ou pas mort. Voir un petit peu tout ça, quoi. Donc là, on a programmé tout un petit circuit de randonnée, puis on a un chien, donc voilà, on aime bien aussi se promener avec le chien, donc faut un petit peu organiser, faire un petit planning, quoi. Mais tout ça en dilettante. Oui, mais on voit que vous avez ensemble envie de faire des choses, donc c'est. Et ça, c'est une des clés, Brigitte. Un couple qui dure, c'est un couple qui a des projets en commun. Petit, moyen ou grand. Un couple qui a des projets en commun est un couple en vie. On est d'accord, Philippe, hein? C'est ça, exactement. Ne plus avoir de projet en commun, aïe. Ben voilà. Puis moi qui est toujours un peu hyperactif, toujours un peu dans l'action, donc je veux toujours que faut m'occuper, quoi. Oui, mais ça, c'est pas un défaut d'être hyperactif. Le seul inconvénient de l'hyperactivité, c'est quand c'est une fuite. C'est-à-dire que c'est parce qu'on ne sait pas rester sans rien faire. Donc, mais si c'est une hyperactivité qui est fréquente, hein, chez beaucoup de gens, c'est pas un défaut. La seule chose, c'est qu'il faut pas s'épuiser dans cette hyperactivité-là. Ben alors, en fin de carrière, on commence un petit peu à s'épuiser. On arrête quand même. On arrête de se reposer. Non, je plaisante. Je suis pas fatigué du tout, mais voilà, c'est vrai que maintenant, en voyant les petits enfants grandir, en ayant ce projet en tête, c'est vrai on commence à. Parce que moi, il me reste quelques années à travailler, plus beaucoup, donc ça devrait. On commence à, disons, un petit peu plus s'orienter sur des zones. Voilà. Bah, moi, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit qu'il y a chez vous, quand je dis chez vous, c'est-à-dire avec votre femme, il y a de l'anticipation, et ça fait partie des choses qui sont importantes pour réussir sa vie. C'est qu'il faut savoir anticiper. Il faut pas attendre tout d'un coup le jour de la retraite pour tout d'un coup se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc vous êtes en train d'anticiper. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a plus la même énergie à 60 qu'à 50. Hein, et donc vous avez cette lucidité là, et donc vous anticipez. Donc il n'y a pas de raison, tout ira bien. Non, je suis pas inquiet. Non, mais on vous entend pas inquiet, ça y a pas de problème. Alors, puisqu'on est en fin d'émission, là, quels conseils vous donnez pour arriver à tenir 32 ans? De beaucoup discuter. Communication, oui. Communication, et puis voilà, d'essayer de pas laisser des choses s'envenimer, ne pas être jaloux. La jalousie m'a failli plus d'une fois dans les 10 premières années de ma relation, parce que je suis marié. Je dis 32 ans de mariage, mais ça fait facilement 37 ans que je suis avec ma femme, quoi. Et au début, vous étiez un peu jaloux. Un peu beaucoup, même. Vous manquiez de confiance en vous, sans doute. Exactement, oui. Elle a travaillé sur Paris. Moi, j'étais en Seine-et-Marne, et puis voilà. Donc, elle rentrait tard, et ci et ça. Je me posais des questions. C'était moi qui gérais les enfants, et puis voilà. Et tout ça, ça vous fait travailler dans la tête, quoi. Bah, visiblement, vous avez travaillé sur votre jalousie. Vous avez su la gérer. Et puis toute ma
manière, toutes ces crises de jalousie que j'ai pu faire n'ont pas du tout été fondées. Puis j'ai commis des erreurs, quoi. C'est pour ça que la jalousie, il faut faire confiance à l'un comme l'autre et rester fidèle à tout niveau, quoi. Et voilà, je pense que c'est un petit peu ça les clés, quoi, moi je pense. Puis oui, puis avoir des passions communes, avoir des hobbies communs, ça c'est très bien aussi. Et... Mais vous savez, la jalousie, elle parle toujours d'abord de nous, elle ne parle pas de l'autre. Hein. C'est pas un manque de confiance en l'autre, souvent c'est un manque de confiance en soi, comme vous dites Brigitte, Philippe, qu'on avait. Parce que bon, après on a découvert, enfin l'autre a été infidèle, bon, qu'on soit malheureux et jaloux, ça c'est normal, mais cette jalousie qui ne repose a priori pas sur grand chose, si ce n'est que l'autre travaille tard ou rentre tard parce qu'il y a de la circulation, etc. Elle ne parle que de nous, cette jalousie-là. Et visiblement vous avez su la dépasser parce que vous avez compris ça. Hein. Alors vous l'aviez peut-être pas compris avec mes mots à moi, mais vous l'avez compris, et peut-être que votre femme aussi l'a compris et vous a aidé à la dépasser. Tout à fait. Ouais, puis garder aussi l'un comme l'autre une certaine liberté aussi, ne pas être garder des moments de loisirs qu'on puisse faire tout seul, qu'on est son jardin, oui, son petit jardin secret, oui. Son petit jardin secret, tout à fait. Et ça c'est important aussi. Voilà, je pense que c'est un petit peu, enfin pour moi ça a été un peu les clés de la réussite. Bah c'est des vrais conseils. Et vous savez, être un couple durable et heureux de 32 ans, vous n'êtes pas nombreux en France, vous savez Philippe, donc chapeau bas. Je sais, parce que être un couple durable, tous nos amis, durable. Les 3/4 de nos amis sont des couples reconstitués, divorcés. 32 ans, bah mon Dieu. 37. Marié 32, 37 total. Voilà, c'est ça. On vivait déjà ensemble. Fort, hein, c'est fort. Bah écoutez, bravo. Vraiment bravo. Vraiment bravo. Petite part que j'aime, et voilà on est en osmose, et même en vieillissant, je trouve que notre couple se bonifie. Exactement. Comme le bon vin. Passez les vacances que vous méritez, Philippe. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonnes vacances à deux, Philippe. Et puis, c'est comme ça qu'on va conclure. Vous pouvez, si vous voulez participer au stage de Christophe Médicis, vous allez sur son site haute-qualité-relationnelle.fr. Voilà. Demain, on sera avec Bruno Martin. On va parler de ces fameux cartons rouges. Vous savez, vous avez peut-être cet été rencontré quelqu'un, ou vous êtes peut-être en couple, et puis il y a des choses que vous commencez à vraiment pas supporter chez votre compagnon ou votre compagne. C'est peut-être un carton rouge. On vous expliquera de quoi il s'agit avec Bruno Martin demain. Et puis tout de suite, eh bien, vous avez le plaisir de retrouver Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.